Chers internautes de 24 heures Congo de partout dans le monde, bonjour. Nous sommes très heureux de vous avoir comme abonnés et nous vous demandons d'y rester connectés pour être toujours à la page de l'actualité. Face au processus électoral, les candidats présidentiels de ce 23 décembre 2018, je cite Emmanuel Ramazani Shadari pour les comptes du FCC, Front commun pour le Congo, a présenté son programme électoral ou projet de société. Et pour ça, nous avons reçu pour vous M. Papi Tamba, communicateur de la majorité présidentielle, qui sera face aux élites de la République démocratique du Congo, je cite les étudiants des universités. Avec eux, nous allons pouvoir développer les questions de l'heure. Déjà, comme je vous ai dit aujourd'hui, moi je ne suis pas en scène, c'est beaucoup plus les étudiants. Du coup, nous allons passer la parole aux étudiants en ce qui concerne. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais que Papi Tamba puisse nous donner un regard autour de ces présentations du programme, avant que les étudiants aient la parole. Merci beaucoup. C'est un programme que personnellement je trouve très ambitieux, un programme réaliste, un programme à la hauteur des enjeux de la République démocratique du Congo après 2018, c'est-à-dire après avoir traversé l'étape de la reconstruction des fondamentaux de l'État congolais. Parce qu'il faudra se rappeler qu'à une époque dans notre pays, nous avons perdu même l'essence de ce qu'on pourrait appeler l'État, en ce sens que pour avoir un État, il y a des éléments traditionnels connus par tous qui doivent justifier l'existence d'un État, notamment les territoires. Or, les territoires étaient plus de la moitié des territoires au moins occupés, et avec comme corollaire une population divisée, et aussi un pouvoir politique qui était aussi, qui ne régnait que sur une seule partie du territoire, 47% je pense, donc on ne pouvait plus parler de l'État congolais. Aujourd'hui, ça a pris du temps, nous avons même amorcé une gouvernance démocratique sur le plan politique. Nous avons initié plusieurs réformes, et ces réformes sont de nature à nous rassurer pour l'avenir. Et aujourd'hui, le programme qui nous a été présenté par le candidat Emmanuel Ramazani Shadari tient compte de cet état de fait, et je ne peux que m'en réjouir en tant que membre du FCC. Pour le reste, j'aimerais répondre aux questions qui peuvent m'être posées par les étudiants qui sont en face de moi. Merci. Moi, c'est l'étudiant Israël Amani de l'EPC. Monsieur Papi Tamba, vous venez de dire tout à l'heure que c'était un projet réaliste et à la hauteur du pays. Alors, j'ai bien suivi lorsque le camarade Emmanuel Ramazani Shadari était en train d'étaler son projet de société, arrivé vers le chiffre du budget, j'avais l'impression que la salle attendait ce moment pour applaudir tout ça. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que ce chiffre n'est pas un chiffre de complaisance, dans le sens où il fallait donner un chiffre pareil, où il fallait un peu faire comme l'opposition, tout ça, ou c'est un chiffre vraiment réaliste et à la hauteur de ce pays. Alors, si c'est un chiffre réaliste et à la hauteur de ce pays, quels sont les éléments que M. Shadari va mettre en place d'une manière concrète pour qu'on atteigne réellement ce chiffre? Et pensez-vous que ce chiffre est à la hauteur par rapport à d'autres chiffres proposés par exemple par Gamere de 180 milliards? Voilà, c'est un peu ma question. Merci beaucoup. Il y a d'abord une petite précision à apporter. Et ça, j'essaie de l'observer auprès de l'imaginaire collectif. On ne sait pas faire les distinguos entre ce qu'on peut appeler budget de l'État et une projection, un programme pour la gouvernance ou pour la gestion d'un pays. Le chiffre de 86 milliards, ce n'est pas un chiffre qui comble les budgets de l'État. C'est un plan de reconstruction chiffré. Parce que dans ces chiffres, il faut déduire par exemple les 14 milliards. Les 14 milliards de la construction des Ingatois. C'est compris dans les 86 milliards, mais ça émarge du budget. Il faut déduire
ce qu'on appellerait des investissements directs étrangers, qui constituent ce qu'on appelle des cadrages macroéconomiques. Il faut les déduire. Le budget en lui-même, ce que nous pourrions considérer peut-être comme chiffre qui peut refléter le budget, c'est en termes de prévision des recettes. Et là, je pense que c'est 54 milliards. Avec ces 54 milliards, ce qu'il convient de comprendre, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous avons les fondamentaux. Nous avons les fondamentaux de l'émergence de notre pays. On pouvait avoir une telle idée en 2001. On ne pouvait pas le mettre en place. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il fallait commencer par initier des réformes. Maintenant, ce chiffre fait suite ou cette vision par rapport à une déclaration faite il y a 2 ans par l'actuel président de la République à l'ONU, quand il a dit que, mesdames et messieurs, j'ai le bonheur de vous dire, de vous présenter la RDC comme de nouveau un pays debout. C'est ce pays debout aujourd'hui qui peut maintenant se permettre certaines ambitions. Lorsque vous essayez de regarder ces chiffres-là que je viens de vous dire, on peut estimer en moyenne un budget d'environ 10 milliards de dollars par année, mais ce qui ne va pas forcément être 10 milliards, parce qu'il faut compter une projection. Dans la projection, peut-être ça peut être 6 milliards l'année prochaine, mais jusqu'à 2023, nous pensons que selon la croissance économique de notre pays, il y a possibilité d'avoir toujours un bond de 2% par année. Du moins, ce sont les chiffres que nous avons jusqu'à ce jour. C'est la première fois depuis 1960 que pendant 5 ans, nous avons une croissance évolutive dans notre pays. Et on a estimé, et moi je pense que même cette estimation est minimaliste, de 2 ans, avec 1 an la dernière année, puisque l'année électorale a toujours été compliquée. C'est ça qui permet de penser qu'en partant d'un budget qui peut avoir peut-être une valeur faciale de 7 à 6 à 8 milliards la première année, mais avec les 2% des bons et les mécanismes de cadrage économique, comme j'essaie d'en parler, par rapport à la sphère politique aujourd'hui telle qu'elle se présente, et les retours d'investissement, parce qu'il faut espérer qu'après les élections, nous pensons que notre pays pourra de nouveau offrir un cadre aux investisseurs. Et cela maintenant peut augmenter notre prétention en termes de recettes. Donc ce chiffre-là est réaliste parce qu'il tient compte de tous ces différents paramètres. Ça, c'est les premiers points. Le deuxième point, toujours par rapport à ces côtés réalistes, il faut se dire une chose, nous venons de très loin. Le bilan de la République démocratique du Congo en RDC était de 350 millions. C'est un tiers quasiment d'1 milliard. 350 millions de dollars. Aujourd'hui, nous sommes environ 5,7 milliards. S'il faut faire la sommation, parce qu'il y a d'autres personnes qui vous diront, ils n'ont pas, j'ai lu ça dans les réseaux sociaux, ils n'ont pas pu mobiliser pendant 17 ans. Cette somme, non, pendant 17 ans, si vous faites les stocks dans un contexte de crise, nous sommes à près de 50 milliards. Nous sommes à près de 50 milliards, parce que la projection est faite sur 5 ans. Mais là, je ne parle qu'en termes de budget. Maintenant, s'il fallait, au-delà du budget, ajouter les contrats chinois, ajouter, par exemple, vers 2012-2013, non, 2013-2014, on a connu un peu une certaine floraison de notre économie dans certains secteurs, avec des investissements directs étrangers, qui se sont arrêtés avec les contextes des élections et la pression que nous pouvons observer au niveau de la classe politique. Donc on peut considérer que nous sommes au-delà maintenant des 50 milliards depuis 2001. Donc les problèmes ne se posent vraiment pas à ce niveau-là. Les problèmes qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Ramazan Shadary a les moyens de ses prétentions parce qu'il y trouve un pays déjà assaini. Il va bénéficier des réformes qui ont été entreprises sous la gouvernance du président Joseph Kabila. Maintenant, je ne voudrais pas ici commenter les autres billets, les autres projets de société d'autres candidats parce que c'est très fantaisiste. Voilà. Je suis Rojani Bazabakan de l'Université de Kinshasa. Voilà, j'ai des petites questions, mais j'essaierai d'en minimiser. J'ai suivi avec attention soutenu, avec toute minutie les projets
du camarade Emmanuel Ramazani Chadabi. En fait, au regard des propos tenus incessamment sur la continuité même de la personne du projet du président Kabila qui est en place, j'ai constaté qu'il y a une certaine démarcation entre le projet présenté par les camarades Chadabi et les 5 chantiers, le projet qui est encore en place jusqu'à ce jour. J'aimerais que vous puissiez nous prouver en quoi est-ce que ces projets est une continuité du projet du président. Alors ma deuxième question, c'est par rapport à une émission que j'ai suivie, et je vous ai suivi avec attention, mais c'est toujours dans les carcans du débat. Dans l'émission, vous parliez de personnes publiques, c'est-à-dire le ministre, qui sont aujourd'hui dans la campagne du camarade Chadam. Et vous avez dit avec force qu'ils sont de personnalités politiques. Mais en ce que je sache, en droit administratif, il y a un principe de dédoublement fonctionnel. C'est-à-dire, le chef de l'État, les ministres, ainsi que les premiers ministres, juste des dédoublements fonctionnels, qui sont, par rapport à leur mission, qui sont soit de personnalités politiques et administratives. Ne pensez-vous pas que, dans la casquette administrative des ministres, cela serait enfreindre la loi, parce que, tout en sachant que les personnes publiques ne peuvent en aucun cas faire partie de campagne d'un candidat président. Merci pour votre réponse. Merci beaucoup. Je vais commencer par la deuxième question. Je commencerai par vous renvoyer à la loi électorale révisée. Certes, s'il faut se référer à l'ancienne loi électorale, quand on est ministre en fonction et qu'on veut être candidat ou même accompagner un candidat dans les fonctions politiques, il fallait démissionner 3 mois avant les élections. Cette disposition a été réglée. Réglée dans le sens où aujourd'hui il n'y a plus cette interdiction formelle. Vous n'avez maintenant pas posé cette question, mais je vais aller au-delà de votre question. Il y a ceux-là qui pensent que l'article 38, si je m'abuse de la loi électorale, serait charcuté ou bien serait en souffrance par rapport à cette réalité des faits. Pourquoi? Parce que pour eux, ils pensent que les moyens de l'État sont utilisés dans la campagne des chadages parce qu'il y a des personnalités publiques. Je crois qu'il faut savoir faire la différence entre une personnalité publique dans ses fonctions régaliennes de l'État et une personnalité publique dans sa vie tout court. Vous pouvez être ministre et avoir droit un jour d'avoir votre épouse, votre enfant et puis de faire un voyage privé. Même lorsque vous devez voyager, on essaie toujours de faire la démarcation entre un voyage officiel et un voyage non officiel. En autant que la loi ne l'interdit pas, les ministres peuvent bien accompagner un candidat, mais en tant qu'humain, en tant que privé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un ministre peut contribuer. Un ministre peut contribuer par son intelligence ou même par ses ressources. Par exemple, pour accompagner plutôt un candidat. Et je ne vois pas si base de quoi peut-on considérer que la loi a été affreinte en cette matière. Allez-y à Transco, puisqu'ils ont parlé de ça, posez la question à Transco si les bus Transco n'ont pas été payés. Et si les bus ont été payés ces jours-là, ça a été payé par qui? Il y a bien une partie des Transco avec l'intitulé. Si l'intitulé marque très bien c'est payé par le gouvernement de la République, là dans ce cas, venez me poser la question. Mais si ça a été payé par les FCC, en quoi est-ce que pourrait-on faire les liens entre les FCC et puis les gouvernements de la République? Donc c'est un faux débat. Pour ce qui est la première question, ça, nous l'avons expliqué plusieurs fois, mais les gens ont eu du mal toujours à comprendre ça. D'abord, les 5 chantiers de la République, c'est un plan de reconstruction. Ce n'est pas un programme de campagne. Les 5 chantiers ont été annoncés par le président de la République lors de son discours du 6 décembre 2006, c'est-à-dire après quoi? Son élection. Ce n'était pas un projet de campagne. C'est un plan de reconstruction. C'est comme aujourd'hui, vous avez une idée, vous voulez reconstruire ou rebâtir quelque chose. Vous mettez en place votre plan, mais le plan de reconstruction peut s'étendre dans la durée. Il n'y a pas de durée pour dire que voilà, les 5 chantiers doivent commencer d'un point A vers un point B. Non, il n'y en a pas. Nous disons que dans notre pays, nous pensons que nous avons des problèmes des infrastructures, il faut les reconstruire. Nous avons un problème d'eau, il faut régler ces problèmes. Nous avons un problème d'électricité, il faut les régler. Voilà la vision des 5 chantiers. Maintenant, ce qui a été une projection et puis un programme en 2011, c'était la révolution de la modernité.
La révolution de la modernité, c'était de reconstruire dans le cadre du 5 chantiers, mais en respectant la vision de la modernité. La RDC doit sortir de la case d'un pays. Chaque fois lorsqu'on veut visiter ces pays, on trouve seulement de tout ce qui est archaïque. Il faut reconstruire, en tenant compte de quoi? De la modernité. Et là, il y avait 7 axes fondateurs. Maintenant, aujourd'hui, comme je vous ai dit au début, les candidats Emmanuel Ramazan Shadari trouvent déjà ses acquis. Vous me permettrez de prendre un exemple peut-être de la Bible. Il y a un verset dans la Bible qui dit que c'est Paul qui parle. Il a fait quoi? Apollos a fait quoi? A planté. Lui a fait quoi? A arrosé. Et Dieu fait croître. C'est la continuité de l'action. Mais ne demandez pas à Paul comment n'a-t-il pas planté. Parce que c'est peut-être pas à lui de le faire. Apollos a fait ce travail, mais lui est venu faire comment? Arroser. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre la continuité de la mission d'Emmanuel Ramazan Shadari. Le président Joseph Kabila a rassemblé les pays. Et ça, c'est ce que le candidat Shadari a expliqué hier comme étant les atouts. Et deuxièmement, il a donné une direction de quoi? De développement en initiant plusieurs réformes. Par exemple, la réforme que nous appelons le nouveau code minier. C'est arrivé quand? Vers la fin de son mandat. La réforme, par exemple, pour vous les jeunes, lorsque nous parlons de la sous-traitance qui doit être réservée aux Congolais, c'est arrivé quand? En fin de mandat. Mais le candidat Shadari trouvera ça quand? S'il est élu? En début du mandat. Donc il peut avoir plus de prétentions, vous comprenez, par rapport à l'action menée par qui? Joseph Kabila. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, M. Bitamba. Bonjour. Moi, c'est l'étudiant Kambolo Brani de l'Université protestante au Congo. Ma question est la suivante. Est-ce que le FCC est sûr de son candidat, le camarade monsieur Ramazan Shadari? Pourquoi? Parce que nous l'avons vu à la télé, qu'il était presque de partout, dans toute l'étendue de la République, à l'est du pays. Nous l'avons vu au Kasaï central. Est-ce que, aussi longtemps que la loi congolaise interdit la pré-campagne, est-ce que c'est une forme de pré-campagne ou bien c'est juste un moyen de présenter votre candidat aussi longtemps que le PPRD est un grand parti? Pourquoi anticiper? Pourquoi cette manière-là d'anticiper? Ou bien carrément que le FCC a, entre guillemets, excusez-moi, peut-être peur de l'opposition, ou bien si nous pouvons avoir un éclaircissement là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'il faudrait quand même différencier les secrétaires permanents du PPRD, il est toujours aussi, que le candidat Emmanuel Ramazan Shadari, qui l'est devenu que depuis le 8 août 2018 de cette année. Et depuis le 8 août, je pense que vous ne l'avez pas vu faire des déplacements, à gauche et à droite. Il a certes fait des déplacements lorsqu'il était nouvellement nommé au sein du PPRD, c'était pour mener les réformes. Maintenant, vous voulez savoir si nous sommes sûrs de notre candidat. C'est clair que sinon on ne l'aurait pas choisi. Nous l'appelons aujourd'hui notre champion. Il faut sortir un peu de ce contexte-là de faire la politique comme les autres. Quand je dis comme les autres, c'est comme nos amis qui pensent que pour être candidat président de la République, il faut d'abord être un homme ressource. Et qu'un homme seul, on peut être Rambo pour battre toute une armée. Emmanuel Ramazan Shadari est le candidat d'une famille politique. Et tous ces profils sur ces fonds-là. C'est-à-dire quoi? C'est quelqu'un qui essaie de battre campagne avec sa famille politique. Il a mis en place des commissions. Ces commissions travaillent à son profit. Et il ne sera pas le seul au sein du FCC à battre sa campagne pour lui. C'est toute une machine qui est mise en place. Dans chaque territoire qui compte notre pays, il y a un petit Emmanuel Ramazan Shadari. C'est-à-dire quoi? Nous avons 145 territoires, mais les FCC comptent des leaders d'opinion dans chaque territoire. Et ces leaders d'opinion, ils sont là pour battre les campagnes pour qui? Pour Emmanuel Ramazan Shadari. Ce n'est pas les cas comme les autres qui se disputent encore, qui sont retenus dans la chambre des noms.
ils pensent que tel peut être plus influent que l'autre. Non, pour nous, les choix ont été faits pour qu'ils soient les candidats de la famille et que ce soit la famille qui puisse les porter à la magistrature suprême si le peuple congolais, bien entendu, accepte son projet de société. Merci. Je réponds au nom de Dom Tchibungu, étudiant de l'UPEI. Je voulais savoir ceci, par rapport au plan de Manuel Chadar, s'il n'a pas sorti un thème qui englobe le plan, comme le fait le président Kabila par rapport au second thème, et si ces plans ne seraient pas la continuité du plan de Joseph Kabila, comme nous le savons. Ok. Vous avez compris la question? Oui, j'ai bien compris la question. Je crois qu'il voudrait bien parler de la nomenclature, c'est-à-dire les noms à donner à ce qui doit être sa campagne. C'est ça, pour son projet de société, comme c'était le cas avec la révolution de la modernité. Il y a des mots, je crois que j'ai ici les programmes. J'aurai peut-être l'occasion de mettre ça à votre disposition pour une lecture plus minutieuse. On n'a même pas encore eu le temps de bien les lire parce que je viens de les recevoir il n'y a pas longtemps. Mais le programme électoral des candidats parle de gagner les paris du développement et de la dignité du Congolais. Il y a deux mots importants à retenir ici, c'est les mots développement et les mots dignité. C'est quoi la vision du FCC déjà? Et c'est quoi la vision du candidat Emmanuel Ramazan Shadary? Ce n'est pas être ces pays-là, ou même pour être candidat président de la République, il faut sortir du pays. Il faut se faire dicter une ligne de conduite. Vous savez de qui je parle, suivez mon regard. Il faut se faire signer des accords comme si on était des enfants, où on vous demanderait de signer avant de connaître le nom du candidat dans un document pré-imprimé. Ce n'est pas ça notre vision. Ce n'est non plus une vision de ceux-là qui voudraient se faire dicter de ce que nous pouvons faire chez nous par les autres. Mais c'est plutôt une vision de partenariat dans un esprit win-win, c'est-à-dire dans un esprit gagnant-gagnant. Si la République démocratique du Congo offre des opportunités pour son développement, venez travailler avec la République démocratique du Congo en respectant sa dignité. Voilà ce qui résume en gros la vision du FCC et du candidat Emmanuel Ramazan Shadary. Maintenant, les Congolais peuvent lui faire confiance. Par rapport à cette vision, pourquoi? Il a une histoire. Et vous savez même qu'il est actuellement sous le coup des sanctions injustes de la communauté, plutôt de l'Union européenne. J'ai dit ça, sanctions injustes, parce que c'est sans fondement si nous devons regarder de plus près les faits pour lesquels il est mis en cause dans ces dossiers. C'est la preuve de son patriotisme et de son nationalisme. C'est ça les regards positifs que nous devons avoir. C'est bien la preuve. Il faut regarder comment il a géré différentes crises lorsqu'il était vice-premier ministre de l'Intérieur. Il a géré les dossiers des Pygmées. C'était 64 jours après son installation en tant que vice-premier ministre de l'Intérieur. Il a géré les dossiers Kamonasaf, mais sans contribuer à tirer une seule balle. Il a géré cela par les dialogues, mais sans faire appel à la MONUSCO ou à la communauté internationale. C'est-à-dire, il est partisan, un étudiant dans l'école de Joseph Kabila, où nous continuons à démontrer au monde que les Congolais entre eux peuvent se parler et les Congolais entre eux peuvent trouver des solutions dans leurs propres problèmes. Vous comprenez? Voilà, merci. Brenda, déléguée de l'Université protestante du Congo. Monsieur Papitamba, vous avez soulevé un point lorsque vous avez parlé du désaccord qui existe dans l'opposition. Je voulais savoir, vu que ce désaccord ne se limite pas simplement au niveau de l'opposition, ça fait que même l'organisation des élections, parce qu'il y a l'opposition, il y a des membres de l'opposition qui refusent d'aller à l'élection avec la machine à voter. Et qu'est-ce que la majorité, bien le gouvernement prévoit pour cela, s'il y a un non catégorique par rapport à ça? Merci pour cette question. La première chose à retenir, c'est que dans notre pays, et c'est un choix qui a été fait par les pouvoirs constituants originaires, c'est-à-dire par les peuples congolais, que les élections soient organisées par une institution indépendante. Ces compétences sont bien encadrées dans l'article 211 de notre Constitution. Quand nous parlons de la CENI,
ce que vous devriez retenir, c'est que les I de la CENI veut dire indépendante. La CENI propose des schémas dans toute indépendance. En autant que cela n'enfreint pas la loi, les partis sont obligés de se conformer à la Constitution. Parce que c'est la Constitution qui lui confère cette légitimité. Mais par élégance, la CENI peut en parler avec les partis. Pourquoi sommes-nous arrivés à ce niveau-là? Pour qu'aujourd'hui nous puissions utiliser la machine à voter. Des raisons. Ce sont les explications fournies par la CENI. La première, il fallait comprimer les temps. Il s'est posé un problème au niveau du temps. Vous vous rappellerez même d'une expression qui était devenue courante dans notre pays, qu'on appelait Peugeot 304, je crois, si je ne me rappelle pas. Il fallait comprimer au moins 304 jours selon les calendriers, pas les calendriers, mais selon les prévisions initiales. La machine à voter nous permet de gagner du temps. La deuxième chose, il fallait réduire les coûts. Et ça, c'est un défi lancé par le président République depuis son discours sur l'état nation en 2015. La machine à voter nous permet de faire des économies. Maintenant, les débats peuvent être portés ailleurs. À quel niveau? C'est au niveau de savoir est-ce que la machine à voter est-elle crédible ou pas. Ce débat a été porté sur la place publique. Nos opposants ont eu tout le temps et le loisir. La personne qui répond à votre question est un grand débatteur dans les chaînes de télévision qui a rencontré ou croisé plusieurs fois des opposants avec une seule question à la clé. Démontrez-nous comment peut-on tricher avec la machine à voter. Je peux vous le dire, nous restons encore sur notre soif. On a compris après que c'était une histoire de stratagème politique. Dans ce stratagème politique mal ficelé, conçu dans des laboratoires que je peux conseiller des laboratoires diaboliques, ça bloque même leur propre, je veux dire, ça enfreint leur propre crédibilité. C'est-à-dire quoi? Parlons maintenant de l'actuelle situation, de la situation actuelle. Ils vont à Genève. À Genève, il y a des invalidés et des validés, certes. Il y a eu ce qu'il y a eu après 24 heures. Les invalidés restent avec leurs candidats et les autres sont sortis de cet accord. Ceux qui sont sortis de ces accords nous annoncent avec fracas la création d'une plateforme qu'ils ont appelée Cash, je pense. Sauf que il y a un groupe qui dit avec ou sans la machine à voter, nous irons aux élections. L'autre groupe dit nous refusons la machine à voter qu'ils appellent machine à tricher, sans démontrer en quoi est-ce qu'on peut tricher. J'ai suivi ce matin sitôt au Congo les porte-paroles de l'INC, mon ami Jolino Makele, qui dit qu'il réserve leurs commentaires sur la machine à voter 2 semaines avant les élections. Donc, comprenez que ça devient la bouillardaise. C'est la surenchère politique, rien d'autre. Nous disons ceci. Notre position est assez claire. Allons aux élections le 23 décembre. Nous n'accepterons plus, ça c'est la position du FCC, nous n'accepterons plus des dialogues à répétition. Nous n'accepterons plus des cadres et des concertations des pouvoirs. C'est le chemin de la facilité. Le peuple est souverain. Si le peuple va donner ses voix à l'opposition, tant mieux. Nous irons, c'est-à-dire l'équipe va seulement tourner, nous serons opposants à eux. Vous comprenez? Mais il faudrait que nous puissions rétablir l'ordre cyclique des choses. Nous avons déjà organisé 2 fois les élections pour prétendre diriger ce pays, assumer les fonctions à mandat électif. Il faut obtenir ça chez les peuples, puis les raccourcis. C'est ça notre position. Je m'appelle Michel Timbamombiti Fumukanda. Je suis étudiant à l'Institut supérieur informatique, programmation et analyse, ici Fancy. Ma question est celle de savoir, vu que les élections, nous connaissons tous, les élections ne vont pas se tenir à l'année normale, vu que les élections devaient se passer en 2016. Et il y a eu mort d'hommes à cause de ça. Les gens sont morts vu que les élections ne se sont pas déroulées en 2016. Une fois notre camarade Emmanuel Ramazan Chadar sera élu président de la République,
est-ce qu'il va penser à ça à les jours où ça sera la dernière année de son mandat? Est-ce qu'on aura encore une élection après 5 ans où il y aura encore glissement? Et hormis ça, je voulais aussi savoir, quand il sera élu président de la République, son gouvernement sera composé qui est du membre du FCC, où il y aura aussi des opposants qui peuvent composer son gouvernement, qui ont de la compétence, bien sûr, même s'ils sont opposants. Donc c'est un peu ça mes deux questions. Merci beaucoup pour la question. Ce qu'il convient de savoir, c'est que notre pays, à ce jour, organise les élections à partir d'un fichier à constituer. Et c'est un peu ça la difficulté. Si nous avons connu la situation en 2016, je ne voudrais pas revenir en termes d'établissement des responsabilités, mais vous devez savoir que la situation était très préoccupante. En ce sens, que nous avions eu environ 10 millions de nouveaux majeurs non enrôlés en 2011, parce qu'il y avait un fichier électoral en 2011, mais qu'il fallait comment réactualiser. 10 millions d'électeurs, s'ils sont exclus du processus électoral, vous devez vous dire une chose, c'est que la Cour constitutionnelle ne pourra pas l'entériner. La CENI ne publie que les résultats provisoires. Mais c'est la Cour constitutionnelle qui doit publier les résultats définitifs, alors que l'article 162 de notre Constitution est assez clair. Tout citoyen congolais est justiciable devant la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire qu'ils peuvent se plaindre directement à la Cour constitutionnelle pour dire que j'ai été exclu de mon droit constitutionnel de voter. Et il serait 10 millions dans ces cas. Les élections seraient plutôt annulées. En dehors de ça, nous avions un autre problème. C'est que il y a eu environ 1 800 000 de décédés. Ceux-là qui étaient enrôlés en 2011, mais qui, arrivant en 2016, étaient décédés. Environ 1 800 000. 1 800 000, c'est presque les stocks en termes de jours. C'est les stocks qui a différencié les candidats numéro 3 en 2011 et les candidats numéro 11, papa, notre fait président Étienne Tshisekedi. Donc 1 800 000 peuvent faire la différence entre deux candidats. Alors, ces gens-là, décédés, dans le cadre du fonctionnement de notre administration, il y a encore quelques lacunes. Il faut savoir qu'ils ne rendent pas les cartes d'électeurs systématiquement. On a refusé de consacrer un principe où on a vu ailleurs que les morts ont voté pour les vivants. Parce que ces cartes électorales restent dans les fichiers de la CENI. Nous avons connu un autre cas. Entre-temps, notre pays était, pendant un petit moment, occupé à l'Est, plus précisément à Goma par les M23. Les M23 ont emporté tout ce qu'ils ont trouvé comme matériel de la CENI et ils ont développé ou multiplié des fausses cartes d'électeurs. Certes, pas pour les Congolais qui n'en avaient pas besoin. On peut penser que c'était pour les populations environnantes au niveau des frontières. Les résultats, c'est quoi? C'est qu'on avait en 2016 des cartes d'électeurs en circulation. Une, la vraie, et l'autre, quoi? La fausse. Ça posait quoi? Un problème. Le quatrième point, c'est qu'il y a environ 450 000 doublons. Je me fais enrôler à Kim, je vais encore me faire enrôler, par exemple à Lubumbashi. Mais sauf que le serveur n'est pas centralisé au niveau des provinces. C'est quand la province les provinces renvoient leurs données au niveau du serveur central qu'on sait maintenant expliquer ou voir qui? Les doublons. Donc, les fichiers électoraux étaient compromis. Comme il était compromis, il fallait maintenant que la classe politique trouve une solution. Alors, au mois de mai 2015, presque 1 an, 6 mois avant la tenue des élections, le président de la République, Joseph Kabila, lance l'idée du dialogue. Vous avez été témoin de cet épisode où l'opposition a commencé par rejeter cette idée de dialogue qui devait se fonder uniquement sur les élections pour résoudre ces différents problèmes. Ils ont traîné les pas. Ils ont donné des raisons. Ils avaient peut-être d'autres schémas. Ils ont préféré aller à l'étranger. Là, ils sont allés à l'île de Gorée. Plus tard, ils sont partis à Bruxelles, à Genval. Et plus tard, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, ils arrivent quand même, une première franche arrive quand même au dialogue de la Cité de l'Union africaine
pour résoudre les problèmes. Ils se rendent compte que non, on ne sait pas tenir quoi, les élections, et ils ont tous signé un document qui nous donnait l'opportunité d'aller au-delà de décembre 2016. 3 mois après, ceux-là qui étaient réfractaires, qui étaient encore réticents, ils sont encore finis par rejoindre les autres, parlant du rassemblement. Donc, si, au mois de mai, quand le président de la République avait lancé l'idée du dialogue, mai 2015, que ces gens-là étaient venus, je peux vous le dire qu'on aurait tenu les élections en 2016. C'était juste une absence de vision. Maintenant, ils sont venus en retard, et entre-temps, on a connu Kamona Sapou, donc ça fait que ça a encore retardé quoi? Les choses. Parce qu'une fois les fichiers étaient fin prêts, on n'a pas enrôlé les Kassai. L'OIF a fait des recommandations, à juste titre, parce que les Kassai, c'est environ 10% de l'électorat. Bonjour, M. Papitama. Bonjour. Je suis Agapon Bilanzambi, étudiant de l'Université pédagogique nationale du Pénancy. Hier, nous avons suivi avec attention les projets de gouvernance des citoyens Ramazan Ishada. Et nous avons vu que dans son projet de gouvernance, il a tablé sur 4 piliers. Et l'un des piliers est qu'il pense qu'il sera à mesure pendant, si nous lui donnons la confiance, pendant les 5 prochaines années, il va donner de l'emploi et des revenus suffisants pour couvrir les besoins des bases des Congolais. Monsieur Babitam, nous avons été avec vous pendant 12 ans, pour ne pas dire 17 ans. C'est vrai que durant cette période de 12 ans, nous avons vu que vous avez réalisé plusieurs prouesses. Nous voyons par exemple les infrastructures et nous vous félicitons pour ça, puisque nous savons que ces dernières sont une colonne vertébrale pour tout développement. Mais ma question est la suivante. Si pendant 12 ans, puisque je ne sais pas si vous allez me contredire, je sais que l'un des points défaillants de ces régimes est que le régime sortant n'a pas pu donner de l'emploi suffisant. Puisque lorsque les citoyens Ramazan Ishada admettent qu'il faut nécessairement faire de ce point-là comme un pilier, cela veut dire qu'il y a un fossé. Ma question est la suivante. Si pendant 12 ans, vous n'avez pas pu donner de l'emploi suffisant aux Congolais et des revenus, de l'emploi et des revenus suffisants pour combler les besoins de base, ma question est celle de savoir quelles sont les garanties que vous donnez aux Congolais que durant les 5 prochaines années, si vous donnez la confiance, vous allez réellement réaliser ça. Ma deuxième question est celle de savoir, par le fait qu'il y ait un fossé, quelles sont les causes qui vous ont poussé à ne pas donner au peuple congolais de l'emploi et des revenus suffisants? Et ma troisième question est la suivante. J'espère que vous n'allez pas copier la réponse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila. Puisque lorsque cette question lui a été posée, il a juste dit que ce qu'il n'a pas pu faire, c'est qu'il n'a pas pu transformer l'homme congolais. Vous, j'espère que vous êtes un chrétien et je connais là où vous priez. Si on vous posait la même question, qu'est-ce que les régimes sortants n'ont pas pu faire? Que répondez-vous? Merci. Merci beaucoup. Je crois que par rapport à cette question de l'emploi, il est important de bien définir d'abord les choses. 80% de notre activité économique est une activité informelle. Peut-être parmi vous, il y a des étudiants ici en sciences économiques. Parce que l'activité est informelle, ces gens-là qui exercent ce que je n'ai pas appelé des emplois ne sont pas comptabilisés dans les chiffres officiels, par exemple, de l'ONEM. Commencez par admettre que la responsabilité, si elle doit être établie, c'est par un juge. Si elle doit être établie. Donc vous ne pouvez pas préjuger des faits pour dire que ce qui s'est passé à l'INIKI, la responsabilité de l'État est établie. Moi, j'ai parlé de la responsabilité individuelle par rapport au policier qui a été interpellé. Maintenant, si vous pensez que l'État aurait quelque chose à voir, la partie civile existe pour démontrer ça devant les juges. Mais je pense qu'ils auront du mal à les démontrer. Pourquoi? De partout au monde, vous devez savoir que les policiers sont parfois accusés de bavures
mais sans que l'État puisse porter une seule responsabilité. Parce que l'ordre formel n'est pas venu de l'État pour tirer. Si l'ordre formel était venu de l'État pour tirer, là, la responsabilité de l'État serait tout simplement, la responsabilité de l'État plutôt serait établie. Mais si vous voulez que la responsabilité soit établie, joignez-vous à la défense de la partie civile, pour essayer de démontrer devant les juges, mais je crois que la jurisprudence vous est défavorable en cette matière. Ça, c'était le premier point. Pour ce qui est du deuxième point, il y a une chose que, des fois, nous avons du mal à comprendre. Il faut comprendre l'évolution linéaire des choses. Lorsque la Cour constitutionnelle rend un arrêt, ce n'est pas un arrêt à vie, c'est un arrêt par rapport à une requête. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir une nouvelle requête ou une nouvelle décision prise, mais qui va dans le sens de ne pas contredire l'arrêt prise dans la matière pour laquelle elle était saisie. Vous êtes juriste et vous devez connaître les principes que les juges restent dans les champs de ceux pour lesquels il était saisi. Comme on l'appellerait in rem, en droit, plutôt en latin, vous connaissez l'expression. Donc ce qui voudrait dire quoi? Il faut commencer par lire l'arrêt pour savoir lorsque le gouverneur Kazébé, qui est encore au FCC aujourd'hui, membre même d'une commission, c'est pour dire que lui-même ne se sent pas lésé. Lorsque ce gouverneur a sollicité l'interprétation et la loi de la Cour constitutionnelle, c'était pour quel motif? Maintenant, lorsque Chadaï a constaté quelque chose qui a été pris comme décision par l'Assemblée provinciale, c'était pour quel motif? Vous allez voir, ce sont des motifs différents. La Cour constitutionnelle lui donne des raisons pour un problème de procédure. Pour dire que la procédure qui a été utilisée pour l'évincer n'était pas régulière. Après cela, l'Assemblée provinciale qui cherchait toujours à en découdre de lui, cette Assemblée provinciale procède à la mise en accusation par un édit. L'édit a été voté. Vous comprenez? Par sa mise en accusation. Or, la Constitution stipule que tout gouverneur mis en accusation des droits et des faits doit démissionner. Donc je ne vois pas si base des fois les gens accusent, même vous qui êtes des juristes, des fois vous commettez juste cette petite erreur d'interprétation sans pénétrer les dossiers. Donc il ne faut pas faire une corrélation entre les deux faits. La Cour constitutionnelle reconnaît qu'il y avait un problème de procédure. Ok, la procédure était viciée. Il devait être réhabilité. Mais le temps que vous voulez être réhabilité, l'Assemblée provinciale mène une nouvelle action. Et votre mise en accusation. Et la Constitution stipule vous devez faire démissionner. Voilà pourquoi même lui-même n'a pu reposer un nouvel acte devant la Cour constitutionnelle face à cet élément nouveau. C'était ça les dossiers du gouverneur Kazébé, pas autre chose. La troisième question. Voilà, vous parlez d'influence. Ça, je crois que c'est un problème de l'homme congolais. C'est un problème de l'homme congolais. C'est vrai que si l'homme congolais ne change pas, les ambitions de tout candidat président de la République et même de président de la République, ces ambitions-là resteront lettres mortes. Ce sera un chapelet de bonnes intentions. C'est-à-dire quoi? Vous qui me posez la question, demain vous êtes nommé DG, vous voulez recruter, allez-vous tenir compte des mérites ou du clientélisme? Si au moins vous vous forgez l'idée que je dois changer, si cette idée fait son chemin pour ne pas faire les choses comme les autres, vous pourriez changer. Mais je peux vous le dire, que ça va encore prendre du temps pour l'homme congolais. Alors pour cela, il faudrait que les lois de la République soient votées pour rendre maintenant un caractère contraignant dans certaines décisions à prendre. Et s'il a parlé de ça comme vision, donc en tant qu'un ancien, il est toujours parlementaire, je pense que dans sa vision, il entrevoyait maintenant de faire voter des lois dans ce sens-là. Je sais qu'il y a déjà des lois qui existent par rapport à la discrimination. Est-ce que d'abord, les Congolais ont la culture de porter plainte? Les lois aujourd'hui existent. Un Congolais, vous avez un travailleur qui travaille chez vous. Ce travailleur ne vient pas au service un jour férié. Un jour férié reconnu par la République.
Les lendemains, les patrons les virent. Les travailleurs pleurent, tout simplement. Les travailleurs ne peuvent pas aller voir même au tribunal de paix, voir un juge pour faire quoi? Pour se plaindre, pour dire que c'est un employé, c'est une révocation comment? Abusive. Donc il faudra aussi que nous les Congolais nous comprenions l'importance aussi de faire quoi? D'aller voir les cours et tribunaux pour régler nos litiges. Or, tous les jours, nous avons l'opposition qui vous fait toujours croire que dans ces pays, la justice n'existe pas. Donc, la population qui a ses droits qu'il peut revendiquer, ne les revendique pas parce qu'il y a la manipulation politique qui a pris quoi? Les dessus. Donc, il faut bannir avec le clientélisme, il faut beaucoup plus voir la compétence. Moi, je crois que je soutiens cette position. Je m'appelle Sharon Kamba, étudiante à l'ISP Gouvet, en informatique de gestion. Ma question est la suivante. En fait, j'ai entendu dire sur la radio Top Congo que M. Nanga aurait demandé encore 2 mois pour l'organisation des élections. Mais vous, du côté de la majorité présidentielle, est-ce que nous pouvons vraiment nous attendre aux élections à la date prévue, c'est-à-dire le 23 décembre? Il y aura vraiment élection ou soit il y a encore, on va encore reporter ça pour 2 mois, comme j'ai entendu dire? En tout cas, je la prends chez vous. Je ne sais pas si la déclaration a été faite par un journaliste ou un commentateur ou un téléspectateur, mais l'info que j'ai, moi personnellement, c'est que la CENI n'a lancé aucun communiqué allant dans ce sens-là. Lorsque nous avons l'occasion de lire les différents communiqués ou de les suivre dans les médias, la CENI, jusqu'à ce jour, est formelle que nous aurons des élections le 23 décembre. En tout cas, ce que vous me dites ici, moi je suis un grand consommateur des informations. En tant que non politique, hein, je suis surpris de l'apprendre par vous. Voilà, merci. France Molungu, étudiant à l'université de Kinshasa, faculté des lettres. Alors ma question est celle-ci. Sachant que la police nationale congolaise a une mission régalienne, celle de la protection de la population et de ses biens, alors au regard de ce qui se passe à l'UNIKIN, notre alma mater, nous avons constaté une manque de professionnalisme au tir à bout portant de nos policiers. Ma question est celle-ci. Qui prévoit le candidat Emmanuel Shadari pour la réforme de cette police qui a posé cette situation vraiment déplorable? Ma deuxième question est celle-ci. Vous avez dit ici que nous devons retenir 2 mots du programme de notre candidat Emmanuel Shadari: développement et dignité. Parlons du développement. Vous avez dit le secteur d'activité que vous avez mis en exergue, vous avez parlé de l'agriculture et du tourisme. Mais moi, je pense qu'il y a un vice, parce qu'aujourd'hui, le monde parle du numérique. Pendant que nous parlons de l'agriculture, le monde parle du numérique, le monde parle du Web 3.0, le monde parle de recherche, de l'intelligence artificielle. Ne croyez-vous pas que nous devons plutôt investir sur la connaissance, investir sur la recherche, investir sur le numérique, pour un Congo plus prospère? Vous avez dit vous-même il y a une progression, mais la progression, c'est seulement on a quitté 350 millions pour 5 millions, pendant que la Corée qui était loin derrière nous, aujourd'hui c'est un grand dans ce monde. Le Vietnam qui était dans les guerres, mais aujourd'hui qui nous passe. Ne pensez-vous vraiment pas qu'il y a un problème sur ce point-là? Merci. Merci beaucoup. Je ne vais pas beaucoup m'étendre sur la première question, parce que je pense qu'elle a déjà été vidée par rapport à une question qui a été posée par un de vos amis ici, par rapport à la police. Donc j'ai parlé de la responsabilité individuelle. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui ce n'est pas l'État qui est mis sur les bancs des accusés, mais c'est un policier qui est mis sur les bancs des accusés. Et si vous pensez que la responsabilité de l'État peut être engagée, c'est à la société civile de la ressortir. Et je vous ai dit que je pense qu'ils auront du mal à faire prospérer une telle démarche. Je m'en tiens même au droit comparé. Ça sera très compliqué. Pour ce qui est de la deuxième question, moi j'ai toujours été partisan de Kizerbo. Kizerbo, que vous devez tous connaître, a parlé de la nationalisation de notre enseignement en Afrique.
j'ai toujours pensé que faire du copier-coller à répétition nous amène beaucoup plus vers des dérives et peut-être nous fait perdre en conjecture. Les numériques, c'est bien. Et nous devons investir là-dessus. Les candidats Chanel, il en a parlé. Comment on appelle ça? La recherche, c'est bien. Et il en a parlé. Il a même parlé de la possibilité de donner des bourses même à d'autres secteurs où il manque quoi? Des professeurs, et même de réhabiliter la bourse et ainsi de suite. Mais dire que cela doit passer devant l'agriculture, je ne pense pas que je peux adhérer dans votre parti politique, si c'est un parti politique que vous voulez créer. Je le dis pour deux raisons. La première, c'est que toutes les nations nantis, toutes les nations riches du monde aujourd'hui, les États qu'on appelle même des G20 et compagnie, ont tous commencé par être une grande puissance agricole avant de devenir des grandes puissances industrielles. En Afrique, certains États, lorsque nous avons obtenu nos indépendances, donc lors de la décolonisation de l'Afrique, certains États ont misé sur l'agriculture, pendant que d'autres avaient misé sur l'industrie. Les résultats aujourd'hui, c'est que des États qui ont misé sur l'agriculture ont connu un avancement plus marqué, plus éloquent que ceux qui ont misé sur l'agriculture, et plutôt aussi d'autres secteurs aussi l'industrie. Pourquoi? C'est parce que l'agriculture, et ça a été démontré aujourd'hui, ça permet d'établir ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire crée une base pour mettre les peuples hors besoin. Et lorsque les peuples ont besoin, les besoins primaires bien entendu, de manger, les peuples réfléchissent mieux. Il y a même un adage qui est courant dans notre langage, c'est « ventre creux n'a point d'oreille ». Vous êtes les meilleurs professeurs du monde, vous enseignez aux gens affamés, ils ne comprendront pas. Donc moi je crois que miser sur l'agriculture comme priorité des priorités, mais effective, parce que ce qui est vrai, dans les années 70, les faits présents Boutou avaient lancé le slogan de l'agriculture priorité des priorités. Alors que ce qu'il avait hérité des Belges avant la zarianisation faisait que la production fiscale de l'agriculture était de 15% dans les trésors. Mais une fois que lui a repris l'agriculture, la production fiscale était proche de zéro. Donc c'était simplement un slogan creux. C'est aujourd'hui que nous voyons la République démocratique du Congo commencer à relancer des grands projets agricoles qui peuvent donner espoir pour les années à venir. Et nous devons, et là je salue cette vision des candidats Chadaï, qui a dit que nous devons beaucoup plus nous reposer sur les paysans. Pourquoi faut-il se reposer sur les paysans? C'est parce qu'il a été démontré que 70%, c'est-à-dire l'agriculture est pratiquée par 70% de la population congolaise, mais une agriculture extensive. Pas intensive, essentiellement extensive. C'est à peine qu'on trouve une industrie plus ou moins mécanisée par-ci et par-là, avec une projection de devenir peut-être des industries. Vous comprenez? Mais l'agriculture est encore extensive, c'est-à-dire pratiquée par les paysans. Ces paysans-là, nous devons avoir une vision pour aller les trouver dans les secteurs, mais moderniser cela, afin de permettre qu'ils puissent accroître leur production. Prenons seulement un exemple, parlons du manioc, les maniocs seuls. Les maniocs au moins nourris, donc à lui seul, il procure à plus de 70% de la population congolaise, au moins 60% de ses calories. C'est l'aliment de base. C'est l'aliment de base qui se consomme sous plusieurs dérivés. Si ce n'est pas du foufou, c'est du guamba. Et jusqu'à ce jour, on se rend compte que la production, même si elle occupe même s'il occupe plutôt la moitié des terres cultivées, mais la production ne permet pas encore à ce que les prix du sac de foufou et de manioc connaissent une baisse comment sensible. Donc il faut encore renforcer ce secteur parce que pendant que d'autres pensent que pour améliorer les coûts, pour améliorer la situation sociale des gens, il faut seulement
penser à l'augmentation de leurs revenus ou des salaires, les candidats Chadec, certes, l'entrevoient, mais ajoutent, il faut travailler dans ces différents secteurs pour baisser les coûts de la vie. Parce que si vous ne baissez pas les coûts de la vie, vous ne parlez qu'en termes de salaire, vous allez créer une inflation galopante qui risque d'atteindre une hyperinflation comme ça a été le cas après les années 70. Parce que dans ces pays, vers les années 70, vers les années 90 plutôt, jusqu'à 94 ou 94, on a connu un taux d'hyperinflation vertigineux. C'était, je pense, un taux de 4725% par an. On a atteint la pointe de 10 000% en 94. À telle enseigne qu'à un certain moment, tout le monde était devenu millionnaire dans ces pays. Même pour acheter un pain, il fallait 2 millions de nouveaux alliés. Les billets qui avaient cours légal, mais qui avaient la valeur spatiale, la valeur spatiale plutôt la moins élevée, c'était le billet de 1 million de quoi? Des nouveaux alliés. Donc, il ne faut pas seulement penser à l'augmentation des salaires, mais il faut aussi penser à baisser les coûts de la vie. Vous avez compris? Et c'est ça la vision du candidat Emmanuel Ramazani Shadari. Merci. Le pouvoir constituant a voulu même originaire, le pouvoir constituant originaire, a voulu même que le président de la République ne fasse même pas partie du Conseil supérieur de la magistrature. Alors que partout ailleurs, c'est même lui qui préside le Conseil supérieur de la magistrature, c'est-à-dire le président de la République. Donc on a voulu créer une indépendance très forte. Mais il y a lieu de reconnaître que c'était une déception du corps des magistrats. Il faut le reconnaître. La deuxième chose, et ça, les candidats en ont parlé, il faut maintenant peut-être mettre les juges dans de bonnes conditions pour baisser un peu le taux de corruption qu'on observe au sein de la magistrature. Bien former les policiers, parce que quelquefois, l'accusation qui est composée entre autres par la police interpelle avec un peu de complaisance et qu'un dossier présenté devant un juge quand il est vide, malheureusement un juge est tenu de faire quoi? Faire des relations d'acquitter la personne. Même si la personne peut être comment? Condamnable, mais à l'absence d'éléments que voulez-vous que les juges fassent. Par exemple en matière de lutte contre les Koulouna. La plupart des cas, les dossiers arrivent dans les bureaux du juge sans preuve, juste par une simple dénonciation. Je sais qu'en droit pénal, on dit que l'aveu est la meilleure des preuves. Mais faudrait-il encore que cet aveu-là ne soit pas extorqué? Si l'aveu a été extorqué et que l'avocat et la défense démontrent devant les juges que son client a avoué par contrainte, l'aveu fait quoi? Donc, c'est tous ces différents éléments-là qui créent la conjugaison de modifier ou de renforcer notre appareil judiciaire, comme l'a proposé Emmanuel Ramazani Shadari. Donc, il faut comprendre qu'en 2006, en lançant l'idée, en même temps, la même année 2006, nous étions déjà sous les coups des rébellions à l'Est, la priorité était toujours à l'Est, bien que si ça continue aujourd'hui, mais au moins nous avons baissé un peu, je vais dire la tension, parce qu'un an après la prise de fonction du chef de l'État, c'était Kunda, après Moutebousse. C'était d'abord Moutebousse, Kunda, Bosco Tangana. Il faut le savoir, chers amis, on ne construit pas quand ça brille à la maison. Quand ça brille à la maison, on était les faits d'abord. Si les 5 prochains mandats seraient encore accordés au président Joseph Kabila, je peux vous le dire que dans un contexte de paix, c'est alors qu'on allait encore voir son œuvre héroïque. Parce qu'il a dirigé le pays dans un contexte de quoi? De la guerre. Voilà pourquoi il restera dans nos mémoires. Parce que ce qu'il a pu réaliser dans un contexte de la guerre, en Angola, aucun président n'a pu le réaliser. Pendant les 25 ans de guerre en Angola, rien n'était fait. Il n'y avait pas la guerre dans tout l'Angola. Il y avait une partie seulement de l'Angola qui est en frontière avec nous, qui était occupée pendant 25 ans, comme chez nous ici à l'Est. Mais la partie même était minime, la partie occupée par Savimbi. Mais pendant ces 25 ans-là, tous les efforts de l'Angola étaient conjugués vers quoi? Vers la guerre. Mais aujourd'hui, le président Kabila a quand même pu faire quelque chose. Vous parlez de notre économie. Tous les panneaux sont clairs. Vous savez, les Congolais ont atteint un niveau d'autoflagellation
qui des fois m'inquiète. Les Congolais pensent que c'est toujours mieux ce qui s'est fait ailleurs que ce qui s'est fait chez eux. Il faut savoir, ce pays, la République démocratique du Congo, d'où il vient. Si vous voulez comparer l'action héroïque, je pèse le mot de Joseph Kabila, par rapport à ce qui se fait en France ou aux États-Unis d'Amérique, vous serez dans des beaux draps. Mais si vous voulez prendre comme élément de comparaison notre propre pays, c'est-à-dire d'où nous venons, où sommes-nous aujourd'hui et où voulons-nous aller, vous allez vous rendre compte des performances qui ont été réalisées. Prenez un cas de figure. Quelqu'un a parlé de la Corée ici. Je vais revenir, par exemple, sur les cas de la Corée du Sud, mais je ne vais même pas parler de la Corée du Nord. En 1962, la République démocratique du Congo, notre pays, nous avions le même niveau de développement humain que la Corée du Sud. Même PIB, qui était estimé à 2 milliards de dollars. Même taille de la population estimée à 15 millions d'habitants. Mais en 1997, lorsque le feu Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir par la révolution de l'AFDEL, quels étaient les chiffres? Et ça, allez interroger les chiffres de la Banque mondiale. Notre PNB est passé, donc notre PNB, je ne peux pas dire est passé parce que les PIB étaient de 2 milliards, mais je ne veux pas dire PNB. Les PNB qui veut dire quoi? Nous essayons d'incorporer aussi des revenus des Congolais à l'étranger. Était à peine de 6 milliards de dollars. Alors que la population avait triplé, de 15 nous sont passés à 45 millions. Mais le PIB de la Corée du Sud était à 374 milliards de dollars. Je vais bien comprendre qu'il y ait des différences, mais avouons-les, que le costume est assez grand là. C'est comme si c'est moi qui donnais ma veste à quelqu'un de votre taille. C'est très grand. Cet écart-là, il faut même les reconnaître. Maintenant, l'effet Laurent Désiré Kabila, le 17 mai, prend le pouvoir. Le 2 août, on impose de nouveau à notre pays quoi? Des guerres. Qui vont durer combien d'années? Plus de 10 ans. Avec un morcellement encore de quoi? Du pays, et avec des conséquences économiques énormes. Je dis bien énormes. Et même quand le président actuel était en train de prêter serment, il y avait des bombes qui éclataient dans d'autres coins de la République. Si vous regardez, si vous oubliez tout cela, vous n'allez pas comprendre d'où nous venons et vous parlerez de l'économie en quel terme vous avez utilisé. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est de nouveau un pays commun, debout. C'est-à-dire quoi? En dehors de l'aspect sécuritaire créé par les politiciens, qui crée une certaine crainte chez les investisseurs, si nous l'enlevons, c'est un pays qui donne envie aux autres de venir comment? Investir. Alors ce n'était pas le cas en 2001. Merci en tout cas. En ce qui me concerne, ça a été un honneur, un grand plaisir. J'aimerais que ce genre d'échange ne se limite pas à ce niveau, mais que nous puissions étendre cela de plus en plus avec d'autres de vos camarades. C'est parce que il y a une chose que vous pouvez reconnaître. Les étudiants actuellement, vous êtes un peu trop manipulés. Nous vous conseillons de sortir un peu de la politique. Faites de la politique en dehors de vos universités. Tout le monde est libre de faire sa politique en dehors de l'université. Sortez un peu, sortez la politique de vos universités. Aujourd'hui, les hommes politiques sont tellement malins qu'ils utilisent ce qu'on appelle l'effet du groupe. Ils peuvent vous injecter deux éléments qui viennent comme des allumeurs. Ils allument le feu. Vous ne savez pas que ces deux éléments-là ont tout simplement été envoyés. Et à la fin, ils réussissent à vous allumer très facilement. Et in fine, vous pourriez vous aussi entrer dans l'effet de masse et commencer à développer des comportements pervers. Nous allons, où vous allez, dans les milieux universitaires, c'est pour essentiellement et d'abord acquérir de la matière pour votre propre vie. L'université doit rester ce cadre-là du savoir, doit rester ce cadre-là où on va pour apprendre quelque chose, mais pas pour faire de la politique. Et même lorsque vous faites face à d'autres professeurs qui voudraient incorporer la politique dans la science, parce qu'ils sont peut-être acteurs politiques eux-mêmes, priez à ces pauvres-là gentiment de faire leur politique en dehors de l'université. Sinon, nous allons continuer à déplorer des choses qui seront toujours, à la fin, c'est toujours les étudiants eux-mêmes qui seront des victimes. Voilà. Donc ça, c'était un peu une exhortation d'un grand frère.
C'est un conseil et vous pouvez vous prodiguer entre vous. Nous, à notre époque, il y a des gens qui ont fait 7 ou 8 ans pour faire la licence. Non pas parce qu'il a doublé les classes, non. Parce qu'on a connu ce qu'on appelait des années blanches. Voilà, des années blanches. Toute une année, les frères présents au Boutou ferment l'université. Et vous n'étudiez pas. Vous allez reprendre l'année qui suit et ça devient une année élastique. C'était une année blanche mais qui va encore créer une année élastique. Comme résultat, ce sont les étudiants eux-mêmes qui étaient pénalisés. Alors n'acceptez pas ce genre de situation. Estimez-vous heureux que pendant les 17 ans de gouvernance de Joseph Kabila, il n'a pas une seule fois fermé l'université. Ce qui n'était pas le cas à notre époque. Nous tous, nous avons été victimes des années blanches. Même si et là, vous entendez certains commentateurs, journalistes vous dire que nous n'avons pas étudié. Ne vous en faites pas. Nous avons bien franchi le monde, ces mondes des savoirs scientifiques, et peut-être que nous avons bien suivi la matière aussi. En tout cas, je vous remercie pour l'honneur que vous m'avez fait, en émettant les vœux de voir cela être reproduit dans les prochains jours. Merci beaucoup, Papi Tamba. C'était aujourd'hui, on a reçu Papi Tamba, le communautaire de la majorité présidentielle, qui était face aux étudiants. Et avec lui, on a éclairé beaucoup de points autour de l'actualité. Nous pouvons le remercier. Merci beaucoup, M. Papi Tamba. Et à ce qui vous concerne, chers internautes, abonnez-vous avec Qatar Congo, votre chaîne d'actualité en République démocratique du Congo. Vous ne serez pas déçus. Merci et au bye.